tout cela. Oui, d'autant plus que ce sont les camarades, ça peut être les camarades de classe et les camarades de promotion de Philippines, donc ils devraient quand même avoir une certaine sensibilité, encore plus touchée quand on a un drame qui touche quelqu'un avec lequel on se sent proche et on partage des choses, c'est d'autant plus marquant. Ce qui moi, me frappe dans ces gens-là qui sont véritablement une honte pour la France, il faut le dire. C'est une honte d'avoir des gens qui pensent comme ça chez nous. Ce ne sont pas des gens avinés de passage, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est vraiment réfléchi. C'est que eux, en fait, sur chacun des faits, et je suis d'accord avec vous, sur des faits de société qui sont plus des faits divers, eux regardent par un prisme idéologique à la fois la victime et le bourreau. Dans un premier cas, effectivement, il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Les bonnes victimes, ce sont celles qui sont justement la cible du patriarcat, alors que vous pouvez qui après ils qualifient blancs, hétérosexués, non racisés, etc., etc. Ça, il y a les bonnes victimes. Ensuite, les mauvaises victimes, ce sont celles qui se sont faites agresser par des gens que eux utilisent, expliquent comme étant eux-mêmes discriminés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, l'auteur aujourd'hui qui est pourtant sous OQTF, etc., qui a agressé, violé et tué Philippine, lui n'est pas un bon bourreau d'une certaine façon, et Philippine n'est pas une bonne victime parce que son bourreau n'est pas le bon. Et ensuite, après, sur la question de qui est le coupable, qui est l'agresseur, ils appliquent la même logique. Donc, cette manière-là, cette relation-là au fait de société, au fait de délinquance, au fait de criminalité, par justement le prisme du racialisme, le prisme également de ce que certains appellent le wokisme, est quelque chose qui est complètement dommageable. Et la difficulté que l'on a au niveau des pouvoirs publics, c'est que ces gens-là ont gagné malheureusement la bataille culturelle au sein des universités, puisqu'ils imposent aujourd'hui leurs règles, leurs normes et leur prisme de valeurs dans les universités, alors que même que l'université est un temple du savoir et un temple justement qui doit être un sanctuaire contre ces idéologies-là néfastes. Mais cette nécessité de désarmer le Hezbollah, on ne l'entend plus. Non, bien longtemps, visiblement. Nous, en effet, car la réalité, elle est... en fait, les situations de guerre sont gouvernées par les rapports de force. Or, quand on voit aujourd'hui que Israël, comme ses alliés, ont du mal à vaincre le Hamas, qui est une petite organisation comparée au Hezbollah, il est difficile de s'imaginer désarmer le Hezbollah tout de suite. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah, c'est 100 000 hommes, lorsque le Hamas, c'est un peu moins de 15 000 et ils ont subi énormément de pertes. Ensuite, le Hezbollah, c'est également 150 000 roquettes, là où le Hamas en a... ou 250 000 roquettes, là où le Hamas en a beaucoup moins. Donc on est face à ce qu'on appelle l'armée non étatique, l'armée terroriste la plus puissante du monde, qui doivent du coup appeler à davantage de moyens face au Hezbollah. Et ces moyens-là, il faut réactiver ce qui a eu lieu face à Daesh, notamment, c'est la fameuse coalition entre les pays sunnites, donc l'Arabie Saoudite, la Jordanie, etc., mais également Israël et les pays occidentaux, donc l'Union européenne et les États-Unis, pour avoir la même coalition qu'on a eue contre Daesh, qui a marché donc au Levant, donc c'est-à-dire surtout en Irak, un petit peu en Syrie, où on a réussi à détruire Daesh en quelques années, entre 2014 et 2018. Il faudrait le même type de coalition, d'alliance, pour pouvoir désarmer, puis détruire le Hezbollah, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser Israël seul face à une armée aussi puissante, et surtout une armée qui veut la destruction d'Israël depuis déjà au moins 40 ans. Mais il est vrai, Muriel Wagner, c'est peut-être bien sûr, de la même façon que certains faisaient la distinction entre le Hamas, la branche politique, et la branche militaire. Mais ça n'a pas de sens. Non, il faut revenir à des choses qui sont très simples, très claires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, les Occidentaux peuvent remercier Israël de faire le sale boulot qu'eux pourraient faire également. Parce que vous avez une certaine population dans les diplomaties occidentales qui considère qu'il faut progressivement se désengager du Proche-Orient et du Moyen-Orient plus globalement, parce que les défaites politiques et militaires ont été tellement nombreuses depuis notamment 2001, la guerre en Afghanistan, que les Occidentaux n'auraient plus rien à faire là-bas. Alors qu'effectivement, c'est une zone qui est clé, y compris pour l'Europe, y compris pour les États-Unis. Et donc, effectivement, on laisse Israël tout seul face à cette fameuse galaxie des proxys dont vous avez parlé, des proxys iraniens. D'autant plus, il y a effectivement donc une certaine forme de lâcheté de la part des Occidentaux, mais il y a aussi également une certaine forme de lâcheté de la part des puissances sunnites, comme je le rappelais, parce que effectivement, le fait qu'Israël puisse faire le sale boulot face aux proxys iraniens, ça arrange aussi beaucoup les pays sunnites, l'Arabie Saoudite notamment dans son conflit territorial au Yémen qui fait face aux Houthis, donc le proxy iranien est également engagé dans un jeu de puissance
face à l'Iran pour la domination, on va dire, de la région en étant, ce sont les deux grandes puissances qui s'affrontent d'un point de vue géopolitique. Donc ça les arrange qu'Israël puisse également faire le sale boulot face au proxy iranien. De la même façon, le reste des pays sunnites comme la Jordanie ou même le Qatar, les Émirats arabes unis sont très contents qu'Israël puisse aussi également exister face à l'Iran et face à ses proxys. Et donc on arrive à cette situation et c'est pour cela, je pense, que l'Iran ne réagit pas face à Israël. C'est que l'Israël est en train de s'affirmer comme la plus grande puissance régionale du Moyen-Orient, puisque on le voit depuis au moins avril dernier, lorsqu'il y a eu les attaques des ambassades, l'Iran n'a pas beaucoup réagi. De la même donc en avril dernier, de la même façon, quand il y a eu effectivement l'assassinat des responsables politiques du Hamas, l'Iran n'a pas réagi, on a attendu la réaction. Mais je pense que c'est parce que l'Iran, aujourd'hui, est un colosse au pied d'argile, qui est englué dans une situation politique très compliquée, avec effectivement la question du soutien de la population à ce régime corrompu et islamiste. On a les droits des femmes qui sont attaqués, etc. Donc il y a une véritable pression politique sur ce régime. Et puis il y a un autre point aussi qui est important, qui est économique, et je terminerai dessus. L'Iran est englué dans une inflation record, 40% en 2023. Donc effectivement, eux aussi n'ont pas intérêt finalement à rentrer dans des conflits plus globaux parce qu'ils sont en difficulté d'un point de vue politique et économique. Voilà, je lève le bras parce que je souhaitais aussi ça aussi. Hein. Non mais tout à fait. On a un problème aujourd'hui qui est qu'en réalité, on a de plus en plus de tarés dans notre société, d'une certaine façon, je le dis comme ça, parce que c'est vraiment ce que je pense et je soutiens votre combat, parce que et pour autant, finalement, les services, les soins de services psychiatriques notamment, font l'objet d'un désarmement de l'État et d'un désinvestissement massif. Je rappelle souvent qu'en 1970, il y avait 120 000 lits de psychiatrie. Aujourd'hui, il y en a moins de 50 000. Et on a de toute façon dans tous les services un désarmement de la part de l'État. Ensuite, après, l'autre point quand même qui est suggéré, c'est qu'aujourd'hui, être migrant, je suis désolé, ça ne peut être migrant et donc avoir subi des traumatismes dans son enfance, dans son pays d'origine, ne justifiera jamais de pouvoir commettre de telles atrocités. Et c'est de la même façon, ça se pose pour un étranger comme un national. Et donc, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, le laxisme aujourd'hui de l'État a tué les Philippines d'une certaine façon. Il y a un laxisme judiciaire dans un premier temps, puisque on le voit, la peine encourue pour un viol, normalement c'est 20 ans. La personne avait donc ce premier viol parce qu'il avait fait un viol avant le viol de Philippines. La peine encourue c'est 20 ans. Il est condamné qu'à 7 ans. Et après en réalité il en fait 7. Donc il y a un problème entre la peine encourue, parce qu'il était mineur. Peine prononcée. Parce qu'il était mineur. La peine prononcée. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on revienne sur la justice des mineurs, mais c'est un autre. Et en tout cas beaucoup. Et la peine exécutée. Bien sûr. À un moment donné il y a ce problème de laxisme et je terminerai dessus. Et puis il y a un laxisme migratoire, notamment sur la question des obligations de quitter le territoire français. Là-dessus on peut revenir. Ça fait partie des grilles de lecture. Il y a eu beaucoup de réactions. Pour prolonger le point qui a été donné et qui est tout à fait juste, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah tenait au Liban pour deux raisons. Un, effectivement, le soutien à l'opinion publique, mais il y avait là cette ligne rouge de l'effondrement du système économique, avec notamment la question de ce qui s'est passé à Beyrouth lors de l'explosion au port. Et puis, il y a le deuxième point, c'était effectivement d'un point de vue militaire, parce qu'effectivement, le Hezbollah avait renforcé considérablement ses capacités militaires et ses modes opératoires grâce à la guerre en Syrie, notamment en intervenant. C'est comme ça que le groupe est passé d'un groupe terroriste un petit peu caché à une véritable organisation militaire et paramilitaire. Ensuite, maintenant, et je terminerai dessus, la question qui est posée aujourd'hui pour le Liban comme pour le reste du monde, c'est de ne pas laisser Israël face à un tel ennemi tout seul. Il faudra effectivement que les alliés occidentaux, mais également les pétromonarchies et les pays sunnites se coalisent pour pouvoir vaincre une bonne fois pour toutes. Un grand merci à tous les 5. Malheureusement, nous arrivons au